Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous, merci d'être fidèles au rendez-vous hebdomadaire de ce programme politique et économique. Je suis Constieka. Au menu de cette émission qui va nous amener à sillonner le continent africain et surtout partout où les meilleurs parmi nous, ceux qui nous représentent, se rendent. Ce sera le cas de parler de l'Allemagne. Nous allons aussi parler de l'Éthiopie, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, en sigle RDC. Nous allons parler du Sénégal. Nous allons évoquer aussi des points forts qui touchent l'Ouganda, le Burkina Faso et la Gambie. Et surtout, nous ferons un grand format relié surtout sur les activités, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans cette émission, retenez que l'année 2025 est pratiquement une année électorale dans plusieurs pays phares du continent africain. Restez des nôtres juste après la réclame. À l'entame de cette émission, rien de plus normal que de s'adresser et de commencer d'abord par la jeunesse africaine, celle de Côte d'Ivoire, dont à la tête un homme très efficace, ministre de la jeunesse, qui n'est autre que le ministre Mamadou Touré, qui tient de mettre son ministère pour le grand plaisir de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le ministre Mamadou Touré évalue la mise en œuvre des programmes d'insertion dans la région des Grands Ponts. À Grand Lao, le 6 février dernier, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, M. Mamadou Touré, a effectué une tournée de 72 heures, du 6 au 8 février, dans la région des Grands Ponts, dont Dabo est le chef-lieu, pour évaluer l'effectivité de la mise en œuvre des différents programmes et dispositifs d'insertion professionnelle des jeunes. Au cours de la première étape de cette visite, qui l'a conduit à Grand Lao, à 115 km de Dabo, le ministre Mamadou Touré a bénéficié de la présence de ses collègues, à l'exemple du ministre Miss Belmondo Dogo, en charge de la cohésion nationale, et du ministre Adjessila Metch, ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie. La délégation ministérielle a rendu visite à quelques bénéficiaires des projets d'activité génératrices de revenus, en sigle AGR, dans la localité. La visite de Grand Lao a pris fin dans la salle de la mairie où des centaines de jeunes bénéficiaires des projets ou intéressés par des projets ont eu l'opportunité d'avoir des échanges directs et francs avec la délégation ministérielle. Le ministre Mamadou Touré a écouté avec attention ses interlocuteurs et a répondu sans faux fuyant à leurs préoccupations tout en leur prodiguant des conseils, insisté sur la formation pour le projet auquel ils veulent postuler. Il a également invité les jeunes à se détourner de la violence, surtout à être des acteurs de paix en cette année électorale et à se concentrer sur leurs projets d'insertion professionnelle. Le ministre Mamadou Touré a rappelé que dans la région des Grands Ponts, à date, ce sont 5 368 bénéficiaires des dispositifs d'insertion pour 1,793 milliard de francs CFA de projets. On dénombre 1689 jeunes bénéficiaires des dix dispositifs dans la localité de Grand Lao pour 606,1 millions de francs CFA. Il a soutenu que ces dispositifs ont été renforcés par le programme jeunesse du gouvernement, en sigle PJGouv, mis en place en 2023 et qui s'est poursuivi en 2024. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous allons parler de cette rétrocession du 43e BIMA. La rétrocession définitive du 43e BIMA est une chose effective.
Les préparatifs se sont accélérés pour rendre officielle cette rétrocession qui rassure les populations ivoiriennes. De la parole aux actes, comme l'a annoncé son Excellence le président Alassane Ouattara lors de son allocution en fin d'année, c'est-à-dire le 31 décembre dernier, c'est chose effective. Reportage Ousmana Koulibaly, Lévite Elie Vonan, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le 43e Bima d'Abidjan, Port-Boué, se métamorphose, les miradors arborent les couleurs de la Côte d'Ivoire et les soldats ivoiriens montent la garde à l'entrée du camp. Ces transformations annoncent le futur transfert de la caserne aux forces armées de Côte d'Ivoire. Notre ami de vous accueillir sur le camp à Guaba, camp qui fait parfois l'objet de plein de fantasmes, mais qui en fait est d'abord un lieu où il fait bon vivre. Et on va vous le montrer, mais surtout il fait bon travailler depuis avec les Ivoiriens, parce qu'il y a très longtemps qu'on accueille des soldats ivoiriens. La cérémonie officielle se profile à l'horizon et les préparatifs sont en cours et le génie militaire basé à Bouaké est chargé des aménagements. Arrivé ici courant 10 janvier, sur instruction de monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Et comme activité déjà menée, nous avons procédé au ravalement de certaines façades, la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et l'aménagement de dortoirs pour permettre à nos hommes de s'installer. Au cours d'une visite guidée, nous avons pu observer la mise en place des soldats ivoiriens, en particulier les commandos parachutistes du 1er BCP. Notre arrivée le 20 janvier, nous avons effectué plusieurs aménagements en fonction du cadre des infrastructures qui nous ont été données. Parmi les infrastructures, nous avons des dortoirs, des bâtiments qui servent de bureaux et aussi nous avons accès aux aires de détente et aux aires d'entraînement. Donc actuellement, nous occupons nos journées, comme tout militaire, à l'entraînement au combat, à l'instruction, aux activités de cohésion, comme par exemple ce matin, nous avons eu une séance de sport avec nos partenaires de l'armée française. Cette rétrocession mentionnée par son Excellence Alassane Ouattara dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024 s'inscrit dans un retrait concerté des troupes françaises. Nous quittons un tant soit peu la Côte d'Ivoire, présidée de main de maître par le président Alassane Ouattara et qui rend les Ivoiriens heureux. Nous allons maintenant faire un tour du côté de l'Éthiopie, ce pays qui a tellement fait parler de lui durant des siècles de par le reggae music pour ceux qui sont adeptes de la chose musicale, et puis de par aussi Ali Selassie qui a été un des grands hommes de ce pays. Mais là, nous allons parler de l'Union africaine. L'Union africaine en Éthiopie qui a désormais un nouveau président, M. Mahmoud Ali Youssouf. M. Mahmoud Ali Youssouf a prêté serment en tant que président de la Commission de l'Union africaine, en sigle l'UA. Reportage Janineta, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Gozo Richard. La 38e réunion ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement s'est tenue du 15 au 16 février 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie. Mahmoud Ali Youssouf, un Djiboutien et ministre des Affaires étrangères depuis 2005, a été élu président de la Commission de l'Union africaine, succédant au Tchadien Moussa Faki Mahamat, arrivé au terme de ses 2 mandats. L'élection à vote secret s'est faite à la majorité des 2/3 des 49 États membres ayant le droit de vote. Bismillahirrahmanirrahim. Moi, Mahmoud Ali Youssouf, prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de président de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement d'un État membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Qu'Allah m'aide. Merci. Monsieur Mahmoud Youssouf est actuellement le ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti, ayant précédemment occupé des postes importants tels que le président du Conseil, des ministres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, entre autres. Ces dossiers prioritaires incluent le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre au Soudan et la mise en place d'une zone de libre-échange en Afrique.
Il assumera la plus haute fonction au sein de l'organisation continentale alors que le conflit en République démocratique du Congo représente une menace pour la stabilité régionale, qu'il y a un Soudan en guerre et le nouveau président américain qui vient de réduire l'aide internationale. De nombreux observateurs des arcanes de l'organisation panafricaine ont loué les compétences et la campagne à bas bruit de ce diplomate de carrière francophone, arabophone et anglophone, très proche du président de Djibouti, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Il convient de souligner que cette élection pour la présidence de la Commission de l'Union africaine a abouti aux victoires de M. Mahamoud Ali Youssouf de Djibouti, président, Mme Selma Malika Haddadi d'Algérie, vice-présidente, et 4 autres commissaires, dont M. Moses Vilakati, originaire de l'Eswatini, Mme Ama Toum Amoé, originaire du Ghana, M. Bankole Adeoye du Nigeria, Mme Amatou Amoa, originaire du Ghana, et Mme Lerato Mata Bodje d'Afrique du Sud. Les élections de la Commission de l'Union africaine sont régies par le règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union africaine et les statuts de la Commission de l'Union africaine. Le vice-président ne doit pas être originaire de la même région que le président de la commission. De plus, les régions qui désignent le président et le vice-président n'entrent pas en concurrence pour les postes de commissaire au sein de l'Union africaine. Nous restons toujours en Éthiopie, ce pays présidé par son Excellence Taye Atske Selassie, président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Et dans ce pays, en Éthiopie, se déroulent toujours de nombreuses choses, mais il faudrait le rappeler, c'est le pays qui abrite depuis des décennies l'Union africaine. Le chef de l'État tchadien, son Excellence le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a effectué un séjour en Éthiopie. La raison est toute simple. Le chef de l'État tchadien, son Excellence maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé des audiences à ses homologues du Burundi et de la Guinée-Bissau. Reportage Séverin Tchatchoua, Janine Itra, Gozori Ishwar et Marcel Bassolé. En marge des travaux de la 38e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République du Tchad, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'est entretenu respectivement avec ses homologues du Burundi et de la Guinée-Bissau à Addis Abeba en Éthiopie, afin d'ériger la collaboration naissante entre le Tchad et le Burundi sur une base solide permettant ainsi aux deux pays amis et à leurs deux peuples frères de bénéficier pleinement de ces avantages que le président burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye, a fait le déplacement jusqu'à la chancellerie du Tchad à Addis Abeba où l'attendait son homologue tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. C'est dans la tradition africaine de l'arbre à palabre que le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a reçu son invité dans les jardins de la représentation tchadienne en Éthiopie. Les échanges entre les deux présidents s'inscrivent dans la continuité de celles initiées l'année passée lors de la visite d'amitié et de travail du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, au Burundi. Au-delà de la coopération bilatérale, le chef de l'État tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a appelé son homologue burundais à appuyer la candidature de M. Abbas Mahamat Toli, de nationalité tchadienne, à la présidence de la Banque africaine de développement, la BAD. En mai de l'année prochaine, à Abidjan, 54 nations africaines ainsi que 27 actionnaires non africains de la BAD éliront le 10e président de la banque. La veille, lors d'une rencontre avec son homologue de Guinée-Bissau, son Excellence Umaro Sissoko Ambalo, dans les jardins de l'ambassade de Tchad à Addis Abeba, le chef de l'État tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a également demandé le soutien de la Guinée-Bissau pour la candidature de M. Abbas Mahamat Toli, candidat du Tchad. Le chef de l'État tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, accorde une grande importance à la nomination des cadres tchadiens au sein des organisations internationales. À Addis Abeba, il s'est engagé personnellement auprès de ses homologues pour la victoire du Tchad à la présidence de la BAD. Nous quittons l'Éthiopie et allons voir un peu ce qui se passe du côté de l'Europe, en Allemagne, où les meilleurs parmi nous, les meilleurs des Africains, se sont rendus. À l'exemple du chef de l'État ghanéen, son Excellence John Dramani Mahama,
qui a reçu le général de division Amara Camara et sa délégation en marge des travaux du Forum sur la sécurité à Munich. Reportage Séverin Tchatchoua, Gozo Ishar, Marcel Bassolé et Jeanne Ineta. La délégation guinéenne, conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général de division Amara Camara, a été chaleureusement reçu par le président de la République du Ghana, son Excellence John Dramani Mahama, à marge des travaux du Forum sur la sécurité à Munich, en République fédérale d'Allemagne. Il a commencé par transmettre les salutations fraternelles du président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à son homologue, son Excellence John Dramani Mahama. Le ministre secrétaire de la présidence, le général de division Amara Camara, l'a ensuite remercié pour l'invitation adressée au chef de l'État guinéen à l'occasion de son investiture le 7 janvier dernier. Le général de division Amara Camara a présenté le tableau de bord de la situation sociopolitique en Guinée et a rappelé les liens historiques et d'amitié qui lient les deux pays. Il a décliné la vision du président de la République du Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, concernant le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années et le maintien des rapports de bon voisinage avec tous les pays de la sous-région. Une occasion pour lui d'aborder le programme hautement stratégique Simandou 2040. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a fait une présentation exhaustive de la Guinée. D'abord, il a parlé du passé, de l'histoire qui lie nos deux pays. Ensuite, il a dépeint la Guinée sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Nous avons été agréablement surpris de voir que le président du Ghana a une connaissance profonde de la vision du chef de l'État, une connaissance profonde du programme Simandou 2040. Il a sollicité, souhaité participer activement à ce grand programme et il a dit qu'il est pressé de venir en Guinée pour rencontrer son frère. La Guinée a reçu le président ghanéen, l'ancien président ghanéen, le premier président du Ghana, comme co-président de la Guinée. Ça, les Ghanéens ne l'oublieront jamais. Donc c'est en gros le futur. Il dit qu'il viendra très bientôt en Guinée pour rencontrer son frère, le général Doumbouya, et parler de développement, puisqu'il voit que le président est axé sur le développement pour le bien-être de ses populations. Le chef de l'État ghanéen a dit qu'il comprenait très bien les relations entre la Guinée et la CEDEAO, entre la Guinée et le reste du monde, et que eux-mêmes, le Ghana a dû faire 2 révolutions avant d'arriver à l'état actuel. Et donc, se basant sur cette expérience, ils sont sûrs que le changement intervenu le 5 septembre va faire la même chose que ce qui s'est passé au Ghana, c'est-à-dire mettre la Guinée sur les rails de la démocratie et du développement. Le chef de l'État ghanéen a été particulièrement attentif aux explications du ministre secrétaire général de la présidence. Son Excellence John Dramani Mahama a salué la vision panafricaine de son homologue, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui s'inspire des traces laissées par les pères fondateurs, les présidents Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah. Nous quittons l'Allemagne pour revenir en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, en RDC, et voir ce qui s'y passe. Les troupes du M23 font leur entrée au cœur de Bukavu, et ceci sans la moindre résistance. Reportage Jeanne Ineta, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé et Séverin Tchatchoua. Les troupes du M23, appuyées par le Rwanda, ont fait leur entrée au cœur de Bukavu, acclamées par une partie des habitants. Ces résidents de la capitale du sud Kivu, qui étaient confinés chez eux depuis quelques jours, ont commencé à retourner dans les rues pour accueillir ceux qu'ils considèrent comme leurs libérateurs. Certains d'entre eux se sont même livrés à des séances de selfies. Au moins comme ça, nous voyons un peu le retour de la paix. Les gens commencent à rouvrir le marché. Il n'y a rien à faire, seulement dire à la population de se soumettre à ce qui va arriver, de ne pas être orgueilleux.
surtout les jeunes, et d'accepter ce qu'on va nous dire. C'est ça le plus important. Nous ne demandons rien d'autre que la paix. Qu'ils ramènent la paix, puis qu'ils nous laissent travailler pour que chacun puisse faire son travail, comme avant. Peu après avoir pris le contrôle de l'aéroport de Kavu, les combattants du M23 ont pénétré sans résistance dans les quartiers périphériques de Bukavu en soirée. Les forces armées du Congo ont quitté la ville, laissant leurs armes derrière elles. Leur départ a ouvert la voie à des scènes de pillage orchestrées par des malfaiteurs et des miliciens. Du côté des autorités congolaises, elles ont corroboré la présence du M23, notamment au niveau du poste frontière avec le Rwanda et le Ruzizi 1, ainsi que dans les locaux du gouvernorat. Malgré l'incursion de l'armée rwandaise et de ses auxiliaires à Bukavu ce matin, le gouvernement continue de surveiller la situation heure par heure. Dans le but de restaurer l'ordre et la sécurité, l'intégrité territoriale, le gouvernement déploie tous les efforts nécessaires. Il encourage les habitants de Bukavu à rester chez eux et à ne pas se mettre en danger pour éviter de devenir des cibles pour les forces d'occupation. S'il est bien vrai que dans cette émission, on parlera énormément de la Côte d'Ivoire, rien de plus normal de faire un tour du côté de la Teranga. Et là-bas, nous allons parler des activités de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait une déclaration à son retour d'Addis Abeba en Éthiopie. Reportage Gozo Richard, Johnny Netta, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Du 13 au 15 février 2025, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a assisté à la 38e section ordinaire de l'Union africaine. De retour à Dakar, le chef de l'État a fait un récapitulatif de son voyage à Addis Abeba et a fait le point sur la publication de l'audit du rapport des finances publiques par la Cour des comptes. C'est un rendez-vous important pour l'intégration africaine et l'unité entre les peuples de notre continent. J'ai participé pour ma première fois et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues chefs d'État et de gouvernement qui m'ont très bien accueilli. Et le thème qui a été débattu cette année, qui est relatif au retour et à la réparation dont doit profiter l'Afrique au regard de son histoire, entre bien évidemment en droite ligne de ce que nous avons fait l'année dernière au Sénégal, à savoir la commémoration du massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944. Cela veut dire que le Sénégal inspire et cela veut dire que le Sénégal représente un phare sur le plan de la démocratie et du respect qu'il est donné par tous les peuples d'Afrique. Et cela a apparu dans les échanges entre mes collègues et moi, et dans l'accueil dont j'ai pu profiter pendant mon séjour à Addis Abeba ainsi qu'à ma délégation. On en a profité aussi pour promouvoir la candidature du concitoyen Amadou Hott, qui, comme vous le savez, est candidat à la Banque africaine de développement. Nous considérons qu'au regard de son parcours en tant qu'ancien ministre de l'économie et de la coopération, en tant que personne qui a installé le Fonds d'investissement stratégique souverain du Sénégal et qui a été le premier à le diriger, au regard de son expérience bancaire dans le secteur privé pendant des décennies, qu'il a le profil qu'il faut pour diriger la Banque africaine de développement qui est extrêmement importante dans le dispositif de financement des économies africaines. Et les échanges que j'ai eus avec beaucoup de chefs d'État consistaient à présenter officiellement la candidature du compatriote et à leur demander non seulement de la soutenir, mais de la plaider aussi au niveau de leurs homologues africains. Je veux distinguer d'abord l'exercice de ce que l'exercice a révélé. L'exercice consistait à faire le point sur les finances publiques du pays telles que nous en avons hérité. Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulions juste le faire. Nous l'avons fait parce que c'était une obligation légale. Et je rappelle, s'il en était encore besoin, que j'ai levé la main devant le peuple sénégalais, devant Dieu, et j'ai juré de respecter la loi et de la faire respecter.
La loi qui date de 2012, qui porte code de transparence dans la gestion des finances publiques au Sénégal, qui est d'origine communautaire mais que nous avons internalisé, m'oblige en tant que chef d'État nouvellement élu de faire la situation des finances publiques d'une part, ce qui a été fait par l'IGF, et de prendre le résultat et de le donner à la Cour des comptes en tant qu'organe indépendant vis-à-vis du gouvernement aux fins de certification. La Cour des comptes a procédé à cet exercice et a rendu public le rapport comme l'y oblige aussi la loi. Sous ce rapport, ce n'est ni un miracle, ni une prouesse. À la limite, c'est un exercice qui désormais, tant que cette loi-là existe, doit relever de la banalité. Et les Sénégalais seront de plus en plus informés de la situation de leurs comptes publics qu'ils nous ont confiés en tant que gouvernement. Par rapport maintenant à ce que cette audit a révélé aux yeux des observateurs qui nous ont suivis depuis au moins 2018, ils ont dû se rendre compte que depuis 2018, nous avions alerté sur la trajectoire que prenaient les finances publiques au Sénégal, notamment sur le plan du dépassement des ressources externes. Après mon élection, avant même que je ne prête serment, j'avais reçu certaines personnes qui avaient des responsabilités dans le pays pour parer au plus pressé par rapport aux urgences, voir quel était l'état des comptes. De ces échanges, il était apparu que le terme dette cachée était sorti. Quand on a demandé, on nous a expliqué de quoi il s'agissait. Et dans le cadre de ces échanges aussi, la loi de 2012 portant code de transparence dans la fonction publique a été évoquée, comme pour nous rappeler que nous en avions l'obligation. Nous en avons tiré toutes les conséquences et nous avons procédé à l'audit. Je disais qu'en 2018, déjà, nous avions écrit aux institutions de Bretton Woods, au ministre de l'économie et des finances de l'époque, pour tirer la sonnette d'alarme sur la trajectoire catastrophique qui était en train de prendre nos finances publiques. Ni le gouvernement, ni les partenaires ne nous avaient écoutés. Et la situation est là aujourd'hui, nous la vivons. Elle dénote ou révèle des pratiques qui sont aux antipodes de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Par devoir, nous en avons informé. Notre mandat principal est le seul, à savoir le peuple sénégalais. Ce à quoi nous nous attelons très rapidement, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui ont été notés. Il s'agit de réformes qui vont intervenir le plus rapidement possible pour éviter qu'à l'avenir, des gouvernants irresponsables puissent faire la même chose. Ça, il est de notre responsabilité de l'empêcher pour le futur. Évidemment, vous en conclurez que jamais je ne procéderai comme ça dans ma gouvernance. L'autre problème, c'est que ça nous donne l'information complète sur l'ampleur des défis que nous sommes appelés à relever et sur les difficultés auxquelles, en tant que gouvernement, nous devrons faire face pour trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, et nous en sommes conscients. Cette responsabilité, nous l'assumerons pleinement. Sous ce rapport, je demande aux Sénégalais de nous faire confiance, que midi, matin et soir, nuit et jour, nous sommes justement dans la recherche de ces solutions, et c'est aujourd'hui plus que jamais que je demeure optimiste que des solutions seront trouvées. Ces difficultés sont réelles, mais nous les transformerons en opportunités. Avant de revenir comme ça sur l'actualité en Côte d'Ivoire, rien de plus normal que de penser à ceux qui instruisent nos populations, à ceux qui apportent à la jeunesse africaine l'instruction et surtout canaliser. Et quand une université fait une belle adéquation entre la formation et l'éducation, rien de plus normal, de plus admiratif. Elle est notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui met surtout un accent sur la formation de la jeunesse africaine, d'abord gabonaise, ensuite africaine, pour tous ceux qui, au lieu de se rendre dans le Nord, choisissent de rester auprès de leur famille en Afrique, à côté des parents qui amènent toujours une chaleur familiale.
Un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est le lieu de vous rappeler que dans un mois, pratiquement, cette université fêtera ses 10 ans d'existence. Vous aurez le relais sur CNN et C-Web Info. Restez des nôtres, on se retrouve juste après la réclame. Nous allons tout de suite au Gabon pour nous rendre compte des prouesses du CTRI. CTRI, un gouvernement qui fait véritablement du bon travail. Et ce gouvernement est présidé par son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de transition, quand on sait que la transition durera encore un peu plus d'un mois ou deux, parce qu'il a tenu à respecter ce qu'il a dit, et il a convoqué le corps électoral le 12 avril 2025. Au Gabon, il s'est produit quelque chose qui fait énormément plaisir de voir ce que les Gabonais n'avaient plus pour coutume d'admirer ou d'apprécier et de savoir aujourd'hui que l'équipe et les hommes mis en place font bien leur travail. C'est le cas de parler des recettes fiscales. Le bilan en 2024 de l'administration fiscale gabonaise, comme nous le dit ici M. Marc-Alexandre Doumba, ministre gabonais de l'économie et des participations, a obtenu 1080 milliards de francs CFA de récolte en recettes fiscales. Reportage Janine Eta, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le ministre gabonais de l'économie, M. Mac Doumba, reçu par le directeur général des impôts et son équipe, il a pris connaissance du bilan 2024 de l'administration fiscale gabonaise. La direction générale des impôts du Gabon, composée de 972 agents, a mobilisé un montant de 1080 milliards de francs CFA, ce qui représente 103% des prévisions établies par la loi de finances et dépasse donc l'objectif fixé de 3%. Toute œuvre humaine nécessite l'adhésion, la collaboration, les échanges avec les collaborateurs. Comme vous le savez, la Direction générale des impôts est une des directions qui participe le plus à la mobilisation de recettes fiscales. Nous sommes allés voir le directeur général des impôts pour nous imprégner des conditions de travail, de la vision qui est menée et des actions menées au niveau de la Direction générale pour les accompagner politiquement et sur un plan un peu plus structurant et long terme. Cependant, le directeur général des impôts a mis en évidence certaines contraintes, notamment le manque de personnel et d'équipement qui entravent l'efficacité des services fiscaux. Il a également souligné la nécessité d'un hôtel des impôts. Mise en service au mois d'avril 2024, Digitax a permis à la Direction générale des impôts de mobiliser 617 milliards de recettes fiscales hors pétrole, soit 60,44% des réalisations en 2024. Il convient de préciser que les résultats subventionnés sont obtenus malgré les conditions de travail difficiles des agents. Dans cette perspective, il apparaît plus que nécessaire de doter la Direction générale des impôts d'un hôtel des impôts. Regrouper les services fiscaux en un seul lieu permet de traiter les dossiers avec célérité. Monsieur Marc Doumba, ministre gabonais de l'économie, a réaffirmé sa détermination à appuyer la DGI dans ses missions. La réunion s'est terminée sur une note patriotique avec la baisse du drapeau national et par un désir de
partager l'engagement pour l'entité. Je vous disais tantôt, la Côte d'Ivoire allait rythmer ce programme d'une heure à constituer Carl Week News. Nous repartons en Côte d'Ivoire, ce grand pays d'Afrique de l'Ouest, ce pays phare, locomotive d'Afrique de l'Ouest, je dirais même de l'Afrique entière. Et là, nous allons essayer de voir ce qui se passe, un pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Et dans ce pays, le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, a ouvert les travaux du séminaire gouvernemental. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Marcel Bassolé et Jeanine Eta. Réunis dans un hôtel de la place à Abidjan, les membres du gouvernement accompagnés d'experts internationaux ont consacré 2 jours à des réflexions et discussions stratégiques pour définir la trajectoire économique de la Côte d'Ivoire. Il s'attelle de poser les bases du futur plan national de développement PND 2026-2030. Un défi de grande envergure puisque la Côte d'Ivoire aspire à atteindre le statut de revenu intermédiaire supérieur d'ici 2035. Le PND 2630 devra accélérer la transformation économique et sociale amorcée dans un contexte international difficile et en pleine mutation. Une transition qui implique l'adoption de nouveaux modèles de croissance économique plus inclusifs et durables en tenant compte des meilleures pratiques à l'échelle mondiale. Le président de la République a accepté qu'au-delà de notre analyse interne, la présente session technique enregistre la participation de nombreux experts à l'expérience établie. Cette présence vise à procéder à une analyse extérieure approfondie des problématiques et à permettre au ministère de l'économie, du plan et du développement d'en extraire les aspects cruciaux qui contribueront à une meilleure finalisation du PND. Ce séminaire a abordé plusieurs axes stratégiques tels que l'amélioration de la productivité agricole, l'expansion du secteur privé, l'investissement dans le capital humain et la réduction des disparités régionales. L'objectif est de réduire significativement la pauvreté, comme le gouvernement a eu à le faire depuis 2011, en passant de 55% en 2011 à 37,5% estimé en 2021, soit la baisse la plus importante depuis 1985, année à partir de laquelle elle s'était inscrite dans une tendance haussière continue. Les décisions prises lors de ce séminaire auront un impact significatif sur l'orientation des choix stratégiques du futur PND 2026-2030. Un projet national qui se fixe pour but non seulement la croissance, mais surtout l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Après la Côte d'Ivoire, un pays où on n'a pas souvent l'habitude d'y aller, mais là on y va, c'est l'Ouganda. En Ouganda, dans sa capitale Kampala, s'est tenu le 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Reportage Gozo Richard, Jeanine Eta, Marcel Bassolé et Séverin Tchatchoua. L'eau est essentielle à la vie, mais elle reste hors de portée pour environ 30% de la population d'Afrique. De plus, l'assainissement associé à cette question représente également un défi majeur. Ces 2 problématiques sont au centre dans les discussions et réflexions du 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement qui se déroule à Kampala, en Ouganda. Au cours de la dernière décennie, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement a mobilisé auprès de ses partenaires techniques et financiers plus de 25 millions de dollars afin de soutenir des programmes de renforcement des capacités des acteurs africains du secteur, notamment dans la réduction de l'eau non facturée et la gestion de la qualité de l'eau, avec une contribution de 15 millions de dollars par l'USD. Le ministre des Eaux et Forêts de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Tchadba, a souligné les acquis de l'association lors du dernier congrès tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. La déclaration d'Abidjan invitait les communautés internationales à considérer l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit indivisible et fondamental. Garantir la disponibilité des ressources en eau tant en quantité qu'en qualité. Instaurer
un mécanisme de financement pérenne pour le développement des services d'eau et d'assainissement. Durant 5 jours, les responsables des organismes en charge de l'assainissement, les entreprises de production et de distribution d'eau potable, les régulateurs ainsi que les responsables chargés de mettre en œuvre les politiques publiques échangeront sur les meilleures pratiques. Nous quittons l'Ouganda pour le pays de son Excellence, M. Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso. Dans le pays des hommes intègres, les chefs traditionnels ne seront plus autorisés à s'impliquer en politique. Une décision prise par le pouvoir actuel du Burkina Faso, présidé par son Excellence Ibrahim Traoré. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Après une longue attente, le Burkina Faso se dirige vers un tournant historique. Le projet de loi concernant le statut de la chefferie traditionnelle et coutumière a finalement vu le jour sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. Un projet de loi qui a été maintes fois annoncé et souvent reporté est aujourd'hui adopté. Un texte de loi établit explicitement le rôle et les responsabilités de ces figures ancestrales, longtemps vénérées mais jamais régulées par un texte légal. Aujourd'hui, ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle. Elle permet donc son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Elle permet de la revaloriser et elle permet à la chefferie traditionnelle de participer à la restructuration, mais aussi à la consolidation de la paix au Burkina Faso. L'exécutif est clair. Aucun chef coutumier ou traditionnel ne recevra de rémunération ni de compensation. De plus, tous ceux qui souhaitent se lancer en politique doivent impérativement abandonner leur rôle traditionnel et coutumier avant de s'engager dans la politique. Mais aucune rémunération ne sera payée à un chef parce qu'il exerce sa fonction. Le texte permet aussi de faire en sorte que le chef coutumier qui veut s'exercer en politique ne puisse pas le faire tout en restant chef. Il y a la possibilité pour lui de démissionner afin de pouvoir s'engager dans la politique. C'est un texte qui permet donc au chef coutumier d'être replacé au centre de ce que nous avons voulu au Burkina Faso, c'est-à-dire des chefs qui permettent de rassembler les populations et de consolider la paix. Le message est limpide et puissant. L'union des chefs, celle qui véhicule la paix. Le temps du bicéphalisme est révolu. Terminer les revendications autoproclamées dans ces zones où les acteurs se livrent une lutte acharnée pour la chefferie. Il faut dire que le texte aussi prévoit les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle. Elle permet aussi de parler de l'interdiction et de sanctionner l'autoproclamation. Donc aujourd'hui, à travers ce texte, il ne sera plus permis à qui que ce soit de s'autoproclamer. Celui qui fait une autoproclamation sera sanctionné ainsi que ses complices. Il faut être clair là-dessus. De plus, le Conseil des ministres a adopté un décret essentiel au nom du ministère de la Sécurité. Ce décret détermine les modalités d'application de la loi du 22 février 2024 concernant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers et des nationaux, un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme et les menaces transnationales. Le texte fournira un cadre légal robuste pour le visa électronique et facilitera l'entrée des étrangers au Burkina Faso. Vous savez que depuis un certain temps, le Burkina Faso est passé au e-visa et il fallait également adopter ce décret pour donner un corpus juridique à ce visa électronique. Dans cette émission, il est de coutume de vous présenter de long en large un pays, de parler de ses atouts, de parler de sa diversité, de parler des avantages à y vivre, de parler des avantages à y faire un tour. Un tourisme d'ailleurs africain est plus plaisant que de se rendre toujours vers le nord. C'est l'occasion ici et le pays choisi par toute l'équipe de rédaction de CNN et de CWeb Info est la Gambie. Ce pays aujourd'hui qui est un petit pays en Afrique de l'Ouest qui jouxte le Sénégal pratiquement comme une presqu'île. Et ça, c'est grâce aux presses de Marcel Bassolé et un reportage de Constant Ika, la Gambie.
La Gambie est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, bordé par le Sénégal et doté d'un étroit littoral sur l'océan Atlantique. Elle est connue sur les écosystèmes variés du fleuve Gambie qui s'écoule au centre du pays. La faune abondante du parc national du Kian-Ouest et de la Bao-Bolon Wetland, réserve inclut des singes, des léopards, des hippopotames, des hyènes ainsi que des oiseaux rares. Banjul, la capitale, et la ville de Serekunda, toutes proches, offrent un accès aux plages. La Gambie devient en 1965 une des dernières colonies britanniques d'Afrique à accéder à l'indépendance. Kairaba Jawara et son parti progressiste du peuple, en sigle PPP, dominent la vie politique. Contrairement à d'autres pays du continent, celle-ci reste ouverte aux différentes formations. Après plusieurs coups d'État ratés, Jawara est finalement renversé en 1994 par des officiers qui suspendent temporairement la Constitution. Le pays demeure un pays très pauvre, aux perspectives de développement économique limitées, où la situation des droits de l'homme est précaire. La victoire surprise d'Adama Barrow contre Jammeh lors de la présidentielle du 1er décembre 2016 marque une volonté de changement. Au plan de l'organisation des pouvoirs, il s'agit d'un État unitaire. Le régime politique est parlementaire, c'est-à-dire que le gouvernement doit nécessairement avoir l'appui du Parlement. Le système électoral est du type majoritaire uninominal. La Gambie est membre du Commonwealth britannique. La relation qu'elle entretient avec le Sénégal, son seul voisin, est au cœur de sa politique extérieure. Sans perdre leur indépendance, les deux États forment une confédération, le Sénégambie, entre 1981 et 1989, et prévoit entre autres une union économique. La Gambie étant moins favorable que le Sénégal à une intégration plus poussée, l'expérience prend fin en 1989. Les carences de l'économie gambienne, toujours évidentes à la fin du XXe siècle, expliquent sa dépendance à une importante aide internationale. Malgré une force militaire limitée, la Gambie s'implique dans différentes initiatives de paix sur le continent africain. Après des années de relations tendues avec le Sénégal, la défaite de Jammeh face à Adama Barrow lors de l'élection présidentielle de décembre 2016 entraîne un rapprochement. Le pays est membre de plusieurs organisations internationales. Sa monnaie, le Dalazi, sa population estimée à 2,6 millions d'habitants en 2021, sa croissance démographique est de 2,5% en 2021, ayant pour religion l'islam à 85%, le christianisme et religion traditionnelle. La victoire d'Adama Barrow, candidat de l'opposition lors de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016, a ouvert une nouvelle ère pour la Gambie. Après 22 ans de dictature, le lieutenant Yahya Jammeh avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1994. Il a dirigé le pays de manière autocratique et souvent imprévisible. Les droits de l'homme y ont été constamment bafoués, détermination arbitraire, disparition forcée, torture, restriction de la liberté d'expression, persécution des homosexuels, etc. Les élections présidentielles gambiennes du 4 décembre 2021, tout comme la campagne qui les a précédées, se sont déroulées dans de bonnes conditions, sans heurts. Les missions d'observation électorale ont salué la transparence et la bonne tenue du scrutin. Adama Barrow, désormais leader du Parti national du peuple, en sigle NPP, créé en décembre 2019, a été très largement réélu avec plus de 52,3% des voix, suivi par son ancien allié et désormais principal opposant de l'UDP, Ousseynou Darboe, avec 27% des voix. En raison de sa position géographique enclavée, la Gambie dépend étroitement du Sénégal pour sa sécurité et son économie. L'éphémère Fédération sénégambienne, fondée en 1982, a été dissoute en 1989. Le changement politique intervenu en 2017 a transformé les relations entre la Gambie et le Sénégal, qui se sont rapprochées. Le Sénégal a eu un rôle déterminant sur le plan diplomatique et militaire dans la résolution de la crise. La première visite officielle du président Barrow à l'étranger a été effectuée au Sénégal et a donné lieu à la signature de plusieurs accords de coopération et à la reprise du projet du pont sénégambien. La Gambie est membre de l'organisation de mise en valeur du fleuve Gambie, en sigle OMVG, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en sigle CEDEAO, du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, en sigle CILSS, et de l'Organisation de la coopération islamique, en sigle OCI. Elle s'est retirée du Commonwealth en octobre 2013, mais l'a rejoint de nouveau le 8 février 2018. La Gambie abrite le siège de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
organe de l'Union africaine chargé de surveiller la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Gambie, qui a une superficie de 11 300 km², pays dit moins avancé, imbriqué dans le territoire sénégalais, couvre une étroite bande de 15 à 25 km de part et d'autre du fleuve éponyme. Le pays est classé parmi les pays les moins avancés sur le plan socio-économique. L'agriculture, la sylviculture et la pêche représentent 23% du produit intérieur brut, en sigle PIB depuis 2020, et l'industrie 20% et les services 57%. Le tourisme représente à lui seul entre 15 et 20% du produit intérieur brut en sigle PIB et constitue le premier poste d'emploi formel en Gambie. La croissance a été soutenue à partir de 2017 et l'élection de son Excellence Adama Barrow, comprise entre 4,8% et 6,5% sur la période 2017-2019. La pandémie a en effet entraîné une chute du tourisme, principale activité économique du pays. Le Mandika est parlé par 38% de la population, le Peul par 21,2%, le Wolof par 18% et le Diola. D'autres langues sont également parlées comme le français du fait de l'enclavement du pays au sein du Sénégal. Sa superficie de 11 295 km², ses villes principales sont Brikama, Bakao, Farafenni, Serekunda. La langue officielle est l'anglais. Et les langues courantes sont le Wolof, le Mandingue, le Fula, le Diola et le Serer. Sa capitale est Banjul, sa devise le Dalazi. Et le président de la République, son Excellence chef de l'État de la Gambie, n'est autre que le président Adama Barrow. Après ce reportage sur la Gambie, nous revenons en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on a toujours pour habitude en Afrique d'écouter des leaders parler sans mettre en pratique ce qu'ils disent. C'est ce qui a souvent éloigné la jeunesse de la politique. Alors qu'en Côte d'Ivoire, désormais, grâce au président Alassane Ouattara, la jeunesse renoue et même l'Afrique entière renoue avec la politique. La raison est simple. Ce que dit le président Ouattara, il le fait. Il passe toujours de la parole aux actes. Et le gouvernement est effectif. C'est le cas aujourd'hui de parler du 43e BIMA encore une fois. Il avait annoncé lors de son discours, comme je vous l'ai dit tantôt au début de cette émission, il avait annoncé lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier. Chose effective. Et le jeudi 20 février 2025, la rétrocession du 43e BIMA était chose effective, avec la présence du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Grâce à Ousmane Coulibaly, Eddy Lévy-Vaunan, Marcel Bassoulé, nous avons un reportage sur cette rétrocession. Ce jeudi 20 février 2025, de la parole, le chef de l'État ivoirien l'avait annoncé lors de son discours le 31 décembre 2024. Aux actes, le 43e BIMA est devenu depuis le jeudi 20 février 2025, rebaptisé désormais du nom du général et premier chef d'état-major ivoirien, M. Ouattara Tomadaka. Une rétrocession qui n'est pas signe de rupture entre la France et la Côte d'Ivoire. Et cette rétrocession a eu lieu en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Thiemo Komele Koné, du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré Mambé. La base militaire française 43e BIMA installée à Port-Bouilly depuis 1978 est officiellement base militaire ivoirienne depuis le jeudi 20 février 2025. Et tout ceci dans une ambiance cordiale entre Français et Ivoiriens et bien sûr une fierté pour l'armée de Côte d'Ivoire, dont les postes sentinelles ont reçu leurs premiers occupants ce jour. La sécurité du camp militaire Ouattara Tomadaka depuis le jeudi 20 février est désormais la responsabilité de l'armée ivoirienne. Le drapeau national ivoirien subit seul la levée sous le regard admiratif de tout le gotha politique ivoirien et français présent, ainsi que les forces respectives des deux pays, des images immortalisées par la presse nationale et
internationale. CNN et CWeb Info, fiers de vivre ce grand moment, inscrit à l'encre indélébile dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est alors que M. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, et son homologue ivoirien, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, dévoilent la plaque à l'effigie du général Ouattara Thomas Dakin. Cette rétrocession est un signe d'amitié et de professionnalisme, comme le témoigne ici le ministre français des Armées, M. Sébastien Lecornu. Cette relation, elle est non seulement faite d'amitié, mais elle est faite d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sérieux. Et là où il y a de l'amitié et du sérieux, immanquablement, monsieur le ministre d'État, mon cher Téné, les choses se passent bien. Le monde change, il évolue vite, et il était évident que notre relation de défense devait, elle, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir, face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. Nous ne sommes pas là pour regarder dans le rétroviseur, au contraire, nous sommes là pour aller de l'avant. Devant les généraux et membres de l'armée ivoirienne, dont la fierté et la joie se lisaient sur les visages, rappelons que cette rétrocession est le résultat d'un processus initié depuis 2023 et promis par son Excellence M. Alassane Ouattara dans son discours du 31 décembre 2024 à la nation ivoirienne. C'est alors qu'aux bonnes civilités, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, fait preuve d'une nouvelle étape stratégique de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. L'acte de ce jour est une invitation à poursuivre cette coopération stratégique à travers le renforcement de nos échanges, le partage de nos expériences et l'élaboration d'accords techniques adaptés aux réalités contemporaines. En recevant les installations de ce camp rebaptisé Général Thomas Dakin, les forces armées de Côte d'Ivoire s'engagent à en faire un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. Je voudrais donc demander au chef d'état-major général des armées d'en faire bon usage et inviter nos hommes à être les dignes gardiens de ce patrimoine. Vous devez faire en sorte que ce camp continue de bénéficier de son prestige. La phrase est dite. Ce camp général Thomas Dakin devra, selon le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirienne, M. Téné Birahima Ouattara, être un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. C'est alors que, sous le regard du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Médé, les deux ministres français et ivoiriens ont apposé leurs signatures respectives sur l'acte du document officiel scellant cette rétrocession. Eh oui, c'est comme ça qu'on aime en Afrique voir nos politiciens se comporter, agir pour la jeunesse africaine d'abord et la génération intermédiaire qui est la nôtre, de comprendre que quand on dit des choses, quand on parle, il faut les mettre en œuvre. Ne dire que ce qu'on fera et ne faire que ce qu'on a dit. C'est le cas de son Excellence, le président Alassane Ouattara, et qui a été plébiscité énormément par les populations en Afrique pour avoir dit dans son discours du 31 décembre que cette rétrocession allait être effective. Chose définitive qui a été faite le jeudi 20 février dernier. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où nous allons vous présenter, grâce à toute notre équipe de rédaction, l'équipe de CNN et de CWeb Info, nous allons vous présenter notre grand format. Le grand format de ce numéro est consacré au vivre ensemble. Le vivre ensemble en Côte d'Ivoire, entre les filles et les fils de Côte d'Ivoire, entre les filles et les fils qui sont venus d'ailleurs et se sont installés en Côte d'Ivoire, entre les filles et les fils de ceux qui, de manière touristique, viennent visiter la Côte d'Ivoire et montrer quelles sont les prouesses du gouvernement pour apporter le bonheur à ceux qui viennent, à ceux qui s'installent, à ceux qui y vivent, à ceux qui y sont, de ce territoire, de ce pays, de cette terre
du président Félix Houphouët-Boigny et du président Alassane Ouattara. Et ce, grâce aux presses du gouvernement d'un pays, un pays phare de l'Afrique de l'Ouest, présidé par son Excellence Alassane Ouattara. Et dans ce grand format, vous verrez, vous entendrez, plus besoin d'écouter les uns et les autres à travers des réseaux sociaux interposés ce que pensent véritablement les Ivoiriens dans le vivre ensemble et comment est-ce qu'ils vivent en Côte d'Ivoire. Merci à notre reporter officiel. Le vivre ensemble est une réalité dans la population. Je vais dire oui, parce que d'abord en tant qu'une Ivoirienne, notre père Houphouët-Boigny nous a inculqué le vivre ensemble. Selon notre hymne national, nous sommes un pays d'hospitalité. Et je ressens vraiment l'hospitalité ici en Côte d'Ivoire. Le vivre ensemble, nous le vivons. Parce que l'Ivoirien aime beaucoup les autres. L'Ivoirien aime son prochain. Alors le vivre ensemble est une réalité ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Je peux le dire, en très bonne harmonie avec eux-mêmes. C'est-à-dire l'entraide, l'amour, on peut sentir l'amour en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien aime son frère, l'Ivoirien n'aime pas le mal, l'Ivoirien n'aime pas voir quelqu'un dans la souffrance. Alors nous sommes en parfaite harmonie entre nous-mêmes les Ivoiriens et aussi avec les autres. Nous sommes hospitaliers, nous aimons les étrangers. J'ai vécu un peu partout dans les autres pays, je n'ai pas vu cette hospitalité-là. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. L'Ivoirien est en parfaite harmonie avec lui-même et aussi avec les autres. Le vivre ensemble est vraiment une réalité en Côte d'Ivoire. Parce que sincèrement, les Ivoiriens aiment leur prochain. Et depuis longtemps, l'Ivoirien a eu cette notion de vivre en harmonie et en parfaite harmonie avec les autres. Et il faut dire que cela fait partie de notre leitmotiv. Voilà. Et on nous a inculqué de cette manière. Depuis des lustres, pour nous qui sommes arrivés maintenant, sincèrement, on a constaté que nous vivons en parfaite harmonie. Et il y a cette joie vraiment qui règne dans notre pays. Et cela en témoigne, notamment pendant la CAN 2024. Et ça a été une CAN fabuleuse. Et on a senti l'ambiance et ça nous a vraiment renforcé les liens entre les Ivoiriens. Voilà, donc je peux dire de ce fait que le vivre ensemble est vraiment une réalité. Les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Voilà. Nous vivons en parfaite harmonie. Il y a, je dirais, cette paix qui existe entre nous. Nous nous aimons et nous nous entraidons. Voilà. Malgré certaines situations, nous on s'entraide. Voilà, on s'entraide. Parce que l'Ivoirien n'aime pas voir son frère dans la souffrance sans lui venir en aide. Voilà. Et ça coule même dans notre ADN. Ça coule dans notre ADN. Donc l'Ivoirien, sincèrement, l'Ivoirien aime vivre en parfaite harmonie avec son prochain. Le vivre ensemble, pour moi, je pense que c'est une réalité. Puisque d'où je vis déjà, j'ai des amis d'autres ethnies avec qui nous passons tout le temps ensemble. Nous mangeons, mettons les mains dans le même plat, nous mangeons ensemble, nous discutons de tout et de rien. Donc je pense que le vivre ensemble, c'est une réalité. Je dirais que ce n'est pas la nation qu'on souhaiterait avoir, mais on vit ensemble, je pense que c'est mieux comme ça. C'est au jour le jour que, bon, voilà, on va essayer d'apprendre à se connaître davantage, que, bon, le vivre ensemble sera vraiment total. Sinon, on vit bien quand même. Nous habitons le même pays et nous vivons les mêmes trains quotidiens. Donc, on a intérêt vraiment à apprendre à se connaître et puis à vivre ensemble, comme on le dit. Je pense que le vivre ensemble, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. D'après même l'hymne national de notre pays, on est un pays d'hospitalité. On a généralement des étrangers dans notre pays et on a cette facilité à les accueillir, à vivre ensemble aussi. Les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie pour moi. Parce qu'on est dans un pays où il y a des personnes qui n'ont pas certaines prérogatives et les autres les ont. Mais par cette harmonie-là, on a l'opportunité de pouvoir leur donner ces prérogatives-là aussi. Et puis je pense que si je vis par exemple dans une ville à Cocody, quelqu'un vit à Yopougon, on s'entend parfaitement, donc on vit ensemble. C'est une réalité et ça se sent sur tous les aspects de la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous les Ivoiriens, on n'a pas de problème entre nous. Et cela s'est démontré lors de l'organisation de la CAN. Vous avez vu comment est-ce que les choses ont été faites, comment les choses se sont déroulées. C'est pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire, c'est le vivre ensemble. Il n'y en a même pas de problème par rapport à ça. On vit en parfaite harmonie, je peux confirmer ça.
Et le seul bébol, c'est que c'est les élections qui nous fatiguent un peu. C'est ça qui montre aux yeux du monde qu'on ne vit pas en parfaite harmonie. Sinon, si tu es sur la terre de la Côte d'Ivoire, tu verras qu'on vit en parfaite harmonie. Il n'y a même pas de difficulté entre nous les Ivoiriens. On se comprend, on se côtoie, on mange ensemble, on parle ensemble, on danse ensemble, on vit ensemble, on cherche même les mêmes goûts ensemble. Donc il n'y a pas d'histoire entre nous. Sincèrement, il n'y a pas d'histoire entre nous. À part la politique qui veut nous diviser, il n'y a pas d'histoire entre nous. Le vivre ensemble est une réalité en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire, on dit, c'est un pays de l'hospitalité. Donc déjà, le vivre ensemble, c'est comme, je peux dire, une seconde nature pour tous. Les Ivoiriens aiment vivre en parfaite harmonie. Chaque ethnie a sa façon, sa culture et tout. On aime découvrir ce que l'autre fait, on aime découvrir ce que l'autre vit. S'il y a par exemple un problème, tout de suite on va voir que l'autre va venir aider l'autre, son prochain. On ne reste pas en marge de ce que l'autre traverse. Voilà. Quelles que soient les habitations, même dans ces faits, les cités, il y a toujours cette unité-là entre nous. Oui, je le dirais, parce qu'en Côte d'Ivoire, on constate qu'il y a plusieurs ethnies qui vivent en parfaite harmonie depuis plusieurs années. Plus de 60 ethnies qui vivent depuis plusieurs années ensemble. Et on l'a prouvé même pendant la CAN, entre nous, on a su le démontrer à plusieurs niveaux. Je dirais que le vivre ensemble en Côte d'Ivoire est une réalité. Parce que tout d'abord, comme monsieur dit, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Donc nous accueillons un peu de tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Et la preuve même est que durant la CAN, malgré les divergences politiques, mais nous sommes tous réunis autour des éléphants pour les soutenir, pour les encourager. Et le résultat a été parfait. Vivre ensemble, oui, est une réalité en Côte d'Ivoire. Voilà, je confirme. Parce que ça fait un bon moment que nous les Ivoiriens, on est tous en harmonie ici. Voilà, c'est-à-dire on ne fait pas de conflit entre nous ici. On est tout en souriant, voilà, on est un peu, c'est comme si une famille. Donc c'est un peu ça. Je pourrais dire que les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie actuellement parce qu'on a vécu certaines choses. Quand, par exemple comme ça la crise, on a vécu beaucoup de choses. Donc je peux dire qu'aujourd'hui les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Voilà, il y a plein d'étrangers en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci, les gens boivent ensemble, ils s'amusent. En tout cas, pour moi, les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Le vivre ensemble est une réalité en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on s'aide. Et puis, quand on vit ensemble, on fait les choses hors du pays qu'on ne fait pas là-bas. Et puis, ici, on ne fait pas de la bagarre. Vous avez vu aussi pendant la CAN, on était ensemble, on était unis pour soutenir nos frères qui jouaient. On vit en harmonie. Les Ivoiriens aiment son frère, aiment étranger. Nous sommes hospitaliers et puis notre ligne nationale, mais ça détermine tout. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, un pays de la paix. Ici, c'est la paix. Voilà, on aime l'étranger, on aime nos frères. En Côte d'Ivoire, ici, on peut dire que les étrangers deviennent nombreux que nous-mêmes sommes ici. Parce qu'on aime la paix ici, il y a la joie. La Côte d'Ivoire, il y a la paix. Donc si, moi c'est ce que je peux dire à nos frères étrangers qui sont là-bas. En Côte d'Ivoire ici, il y a la paix, il y a la joie. On vit ensemble ici, on est unis. Tout en remerciant comme ça la caméra de Ousmane Coulibaly, assisté de Eddie Lévite-Vonon, pour ce très beau reportage, pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, le vivre ensemble est quelque chose d'effectif et qu'on vit en Côte d'Ivoire dans la paix vraiment, et la sécurité de partout. Et en cette année électorale, on aimerait bien que tout se passe de cette façon. Je tiens à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour regarder cette heure d'information politique panafricaine, un panorama sur toute l'information panafricaine. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous demandant de rester focus sur votre média, sur votre chaîne de télé, à savoir CNN, celle sur laquelle vous regardez ce programme, cnnTV.ci, pour les internautes, ceux qui aiment bien, à travers leur laptop et leur téléphone, regarder. Ils n'ont plus qu'à écrire cnnTV.ci, et aussi pour les amoureux de l'information. Mais surtout, je précise bien,
L'information vraie, sans polémique. Elle n'arrange pas l'Afrique, la polémique. Il faut faire grandir, évoluer, accroître l'Afrique. Et l'information vraie, vous l'avez sur www.siwebinfo.net. Je suis Constieka. Au revoir.